Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce live de Manpower Group. Je suis accompagnée de mes deux invités, Sébastien Van Dijk et Hélène Cloat, que je vous présenterai juste après. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet stratégique avec du sens, de la RSE et de son impact sur les stratégies RH. Alors évidemment, c'est un sujet éminemment culturel, éminemment actuel, mais aussi business, et nous aurons l'occasion d'en discuter. Donc notamment avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc vous êtes directeur général de Manpower Group Talent Solutions. Qu'est-ce que fait exactement Talent Solutions ? Du conseil et de l'externalisation dans les services des ressources humaines. Spécialisé RSE ou pas forcément sur l'ensemble ? Avec évidemment une connotation RSE, puisqu'on accompagne les stratégies RH, mais aussi après maintenant de la RSE interne, parce qu'on en fait aussi pour nous évidemment, et pas que pour nos clients. Nous en reparlerons juste après. Bonjour Hélène. Donc toi, tu as notamment réalisé le documentaire Rupture, dont on va beaucoup parler, notamment sur le rapport des nouvelles générations à leur travail. C'est essentiellement le sujet. Et puis, tu as créé une entreprise, tu peux nous en parler ? Sur une conserverie anti-gaspi. Oui. En fait, moi, j'ai eu un parcours assez traditionnel dans la grande distribution après mon école de commerce. À force de ne pas trouver le sens que je recherchais dans mon travail, j'ai fini par démissionner pour lancer une conserverie anti-gaspillage au Mans qui s'appelle 28% anti-gaspillage et qui est une conserverie qui revalorise les invendus de la grande distribution pour les transformer en confiture. Très bien. Nous verrons un petit peu ton parcours et tu nous raconteras surtout ce que tu as pu apprendre dans ce documentaire Rupture que tu as fait autour de 6 jeunes diplômés, je crois, c'est ça ? Exactement, oui. Alors aujourd'hui, on va traiter notamment du sujet des attentes des citoyens, des attentes des collaborateurs par rapport au sujet RSE. Nous allons aussi parler des moyens que peuvent utiliser et mettre en place les entreprises sur ces sujets. Et puis bien sûr, parler de RSE en tant que levier de transformation RH. Je vais commencer avec toi, Hélène. Donc, tu as réalisé ce documentaire autour des ruptures. On parle aussi de bifurcation. Est-ce que toi, tu es à l'aise avec le terme bifurcation ? Et qu'est-ce que tu as appris ce documentaire sur justement nos sujets RSE ? Oui, alors c'est une excellente question. En fait, il y a beaucoup de termes pour décrire un peu ce mouvement-là qui se passe dans la jeunesse. On parle de rupture avec le documentaire, mais il y a aussi, j'ai aussi contribué à un livre qui s'appelle Basculons dans un monde vivable, qui est un recueil de témoignages de jeunes qui ont basculé. Donc on peut aussi parler de bascule, on peut aussi parler de bifurcation. Les jeunes d'AgroParisTech, lors de leur discours de remise de diplôme, ont parlé de désertion. Donc en fait, il y a beaucoup de termes pour parler de ce phénomène-là. Pour moi, il n'y a pas un terme qui est mieux que les autres. En fait, finalement, dans ce mouvement, la forme, elle importe peu, que ce soit en interne dans une entreprise, essayer de la transformer de l'intérieur, ou déserter en allant élever des chèvres dans le Larzac. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est le fond, c'est quelle est la radicalité qu'on a au fond, la conscience sur les enjeux écologiques, qu'est-ce qui nous anime, et avoir surtout une approche systémique du problème pour essayer de le résoudre avec ses propres outils. Donc toi, notamment, tu es diplômée d'une école de commerce, tu as travaillé quelques années. Et puis ensuite, tu as fait cette bifurcation. Dans ton documentaire, du coup, tu retraces beaucoup de parcours. Ce documentaire, aujourd'hui, il est diffusé notamment dans les écoles, dans les lycées, et de plus en plus dans les entreprises. Quel est l'impact de ce documentaire ? Comment il est accueilli ? Oui, alors ce documentaire au début, moi je l'ai produit et Arthur Gosset est le réalisateur du documentaire et moi je fais partie des protagonistes qui ont été suivis. Donc en fait le film retrace les parcours de 6 jeunes, dont moi, à des moments de notre vie où on décide de mettre l'impact écologique au cœur de notre carrière. Au début, le film, quand il est sorti, il a surtout été fait pour nos parents, pour essayer de montrer à nos parents ce qui se passait dans notre tête quand on décidait de refuser la voiture de fonction et le gros salaire, et un peu la carrière toute tracée vers laquelle on était plus ou moins prédestinés. Donc voilà, c'était plus un message pour nos parents, pour nos proches, pour essayer de leur permettre de mieux comprendre. Et on s'est rendu compte que très rapidement, il y a eu des retours de la part principalement des grandes écoles, des universités. On a été contacté au début par les étudiants et étudiantes, mais dans un second temps par les administrations, par les responsables pédagogiques, les responsables RSE des écoles et des universités, qui nous disaient qu'en fait c'était un mouvement qui ressentait de plus en plus en interne, qu'ils avaient pas mal de pression de la part des étudiants pour intégrer les enjeux écologiques et sociaux dans les programmes, pour être mieux formés à ces questions-là et pour aussi avoir peut-être lors des forums des propositions de carrière qui étaient plus compatibles avec ces enjeux-là. Donc on a été beaucoup contactés, on a eu
Donc le film est sorti en septembre 2021, il y a un peu plus d'1 an. On a dû faire plus de 230 projections en présentiel, donc plus de 110, 120 dans des universités et grandes écoles et lycées. Et de plus en plus, on est appelé aussi par les entreprises, très souvent à cause de problèmes de recrutement. Et donc justement, quand tu dis que les écoles ont fini par bouger, peux-tu nous donner des exemples de programmes qui sont faits dans quelques écoles aujourd'hui sur ces sujets ? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, il y a eu un mouvement très intense d'étudiants qui ont commencé à se mobiliser pour ces questions-là. 2018, c'est une année très charnière. Il y a eu Greta Thunberg, les premières marches pour le climat, la démission de Hulot en direct sur France Inter. Beaucoup de catastrophes climatiques aussi en 2018 qui ont fait parler de l'écologie dans les médias. Et il y a aussi eu, auprès des étudiants, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui est un manifeste qui encourage les étudiants à ne pas travailler pour les entreprises qui polluent et qui encourage les entreprises qui polluent à se réorienter et à transformer leur business model. Et en fait, ce manifeste étudiant a été signé par plus de 30 000 étudiants et étudiantes, principalement sur le plateau de Saclay, mais qui a ensuite été un peu infusé dans d'autres écoles. Et en fait, à partir de 2018, les étudiants ont un peu pris ces enjeux à bras-le-corps et ont commencé à en parler auprès de leur direction. Donc les écoles, qu'est-ce qu'elles ont fait en réponse à ça? Elles ont dit, bon bah, on nous demande de parler des questions RSE, on va leur mettre des cours RSE. Donc elles ont gardé les programmes tels quels, tout en rajoutant un cours de développement durable, de RSE, voilà, un master éventuellement spécialisé. Ouais. Sauf que les étudiants se sont retrouvés dans une situation encore plus paradoxale parce que ils avaient les cours traditionnels de bétonisation des sols, de profit, capitalisme, et à côté de ça, des cours de RSE. Et en fait, il y avait une sorte d'incompatibilité au sein même des programmes. Et là, à ce moment-là, les étudiants ont commencé à secouer un peu les responsables pédagogiques en disant on veut plus de cohérence. On veut que les questions RSE soient abordées de manière transversale dans les programmes. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les écoles. Par exemple, à l'UTC de Compiègne, il y a eu un programme d'ingénierie soutenable qui a été co-créé par les profs, l'administration et les étudiants et étudiantes. Ça, c'est un vrai enjeu, peut-être dont on pourra reparler tout à l'heure au niveau des entreprises. Mais le besoin de faire des groupes de travail qui incluent les étudiants et les personnes qui sont à la tête, qui ont les responsabilités. Par exemple, à Audencia à Nantes, l'école de commerce, il y a eu un programme qui a été lancé qui s'appelle le programme Gaia, qui prend spécifiquement en compte ces enjeux-là. Centrale Nantes, un master en low-tech, le premier master en low-tech de France qui a été lancé cette année. Donc voilà, il y a le rapport Jouzel qui est sorti plutôt pour les universités. Beaucoup de choses ont été mises en place cette année et l'année dernière dans les écoles. Il faut encore que ça avance, mais voilà, ça bouge. Ça commence. À t'entendre, ça bouge en tous les cas, ça fait plaisir. Donc côté éducation, voilà ce qui se passe. Côté entreprise, quels sont les premiers signes qui nous montrent que les entreprises sont en transition RSE? Quel est un peu l'état des lieux, Sébastien? Alors, je dirais que déjà, oui, le mot le plus juste, c'est transition, c'est-à-dire que tout le monde a bien compris où on se situe aujourd'hui par rapport à ce que tout le monde attendait. Et tu l'as rappelé, Hélène. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que tout le monde veut retrouver du sens, veut contribuer à quelque chose qui soit un vrai progrès, un progrès pour des conditions humaines, donc évidemment pour l'amélioration de la planète, évidemment ces enjeux environnementaux et sociaux. Maintenant, si on revient aujourd'hui, tout ce qu'on a à faire, ce qu'on a à travailler, c'est qu'il y a une prise de conscience. Celle-ci, elle a été travaillée, et elle a été travaillée déjà depuis un certain temps. La loi Pacte l'a renforcée encore récemment sur les 5 dernières années. Je dirais que maintenant, ce qui est important, c'est de passer à la décision et l'action. Donc derrière cette prise de conscience, c'est comment on amène à prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Évidemment, on a mobilisé des gens autour de la RSE, et je reprends un des points d'Hélène qui est un sujet transversal. Moi, ce n'est pas un sujet où on le concentre quelque part. Bien sûr qu'il faut le piloter, bien sûr qu'il faut le faire avancer. Ça, c'est justement comment on organise son organisation et on met des moyens pour le faire évoluer. Maintenant, c'est comment, dans les entreprises, on le travaille. Donc, il y a plusieurs éléments, je dirais. Il y a évidemment toute la partie, si on couvre un peu les points clés. Les points clés, c'est quoi? C'est les points sociaux déjà. Donc les points sociaux sont c'est une entreprise comme Manpower Group, évidemment, on y est très engagé depuis très longtemps, puisque ça fait des années qu'on est sur cette dimension-là de manière naturelle, c'est l'ADN. Les sujets environnementaux, ils arrivent. Donc dans les sujets environnementaux, on voit qu'on y prend tous, on a tous pris conscience, et maintenant c'est qu'est-ce qu'on va faire pour... Est-ce qu'on s'engage sur justement un côté free carbone de tout ce qu'on peut utiliser dans l'entreprise, une meilleure gestion de nos déchets, une meilleure gestion de nos services, de nos produits, de la manière dont on fabrique nos produits. En fait, on revoit toute la chaîne de valeur. Globalement, qu'on soit une société de services ou bien sûr un industriel. Donc tout le monde est en train d'essayer de reconstituer. Est-ce que ça a les résultats déjà attendus aujourd'hui? C'est là où je pense qu'il faut rester humble, c'est-à-dire non.
Aujourd'hui, on est en transition. Quand on dit transition écologique, c'est qu'on va vers. Quand on dit transition digitale, c'est qu'on va vers. Et là, je pense que c'est là où il faut remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on est tous en train de se battre pour intégrer ces nouvelles dimensions, qui restent nouvelles. Je vous dis, on passe de la prise de conscience à la décision aujourd'hui. Donc, on commence à mettre des moyens, on commence à mettre des organisations, même si ce n'est pas tout neuf, ça ne date pas de là, d'hier ou d'aujourd'hui quand on se parle. Mais en tous les cas, on est en train de travailler tous dans ce sens-là pour que maintenant, on puisse mener des actions qui vont permettre de résoudre certains des enjeux à court terme, moyen ou surtout long terme. C'est là où on en est. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans un espace-temps dans lequel tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui n'aura pas forcément un impact maintenant, sauf quelques éléments, évidemment, dans lesquels on sait déjà qu'en faisant attention à certaines typologies d'actions, de postures, de comportements, déjà on commence à réduire. Mais est-ce qu'on réduit de manière drastique? Ça reste une question. Et le pilotage de tous ces éléments-là est un point clé dans toute cette histoire. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager sur des entreprises qui montrent un peu le chemin, qui sont un peu pionnières sur ces décisions, justement? Déjà, il y a eu des sortes d'accélérateurs sur la transition écologique. Si je prends AXA, Schneider, on mentionnait aujourd'hui, on construit des climate schools qui leur permettent justement d'élaborer des plans de formation, de prise de conscience de l'ensemble de leurs collaborateurs. Là, on parle de milliers de collaborateurs qui ont été touchés. Beaucoup d'entreprises rentrent dans cet esprit-là. Beaucoup ont fait la fresque du climat. La fresque du climat, je crois qu'aujourd'hui, elle a été quand même partagée dans de nombreuses entreprises. De manière suffisante, ça je ne sais pas, je n'ai pas la résultante aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est déjà une aide à la prise de conscience. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui, certainement, parce qu'une fois qu'on a fait ça, c'est pas de se dire, bon, maintenant on a constaté et on est à peu près tous d'accord sur le constat, sauf que maintenant, c'est qu'est-ce que je mène à la fois comme décision et comme action, comme on le mentionnait au début. Oui, donc justement sur les actions, pardon, sur les faits réels, pour ne pas tomber dans le greenwashing, qui est un peu le danger, l'écueil d'une stratégie RSE, je dirais, qui se limite à une stratégie de communication et de discours. Comment on fait pour dépasser justement ce danger? Là, je pense qu'il faut aller sur des notions de pilotage. Je pense qu'il faut mesurer déjà des choses. Il y a des éléments à mesurer qui sont des points clés. Est-ce qu'on sait mesurer son empreinte carbone? Oui. Mais là, pareil, on peut être sujet à question quand même, parce que est-ce qu'elle est mesurable telle de manière objective totalement, vu la complexité et vu les nouvelles dimensions à intégrer? Je pense que déjà, il faut être à l'aise avec son ADN, il faut être à l'aise avec sa propre façon de travailler dans les entreprises. Je pense que si on prend le sujet de la diversité et de l'inclusion, je pense que là, on peut mesurer des choses concrètement à court terme. On peut élaborer des plans qui mènent justement une politique d'intégration, une politique d'insertion sur certaines typologies de profils qu'on avait moins l'habitude d'intégrer. Voilà. Ça répond à une question, ça ne répond pas à l'ensemble de la RSE, mais ça répond à une. Et ça, je pense que c'est relativement admis par tous et c'est relativement en tout cas poussé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre quelqu'un qui s'en occupe. Parce que quand on dit qu'il faut le piloter, il faut bien sûr responsabiliser une personne qui va se... Il y a donc un responsable d'INI, un responsable diversité des talents, etc. Enfin bon, c'est ce genre de profil qu'il faut intégrer dans une politique, notamment ressources humaines, pour s'assurer que cette dimension est bien suivie et surtout bien amenée à son temps. Donc j'entends beaucoup une question d'organisation, d'investissement, de temps et puis de courage décisionnel, j'ai l'impression, si on doit clore cette première partie. Alors, courage décisionnel, je pense que de la prise de conscience aujourd'hui, on est quand même... dans un écosystème qui permet à tous de se retrouver. On parlait du sens, Hélène le rappelait tout à l'heure. Je pense qu'on a tous envie de donner du sens à ce qu'on fait. Donc ça, je pense qu'il y a... Évidemment, il y a une équation économique à résoudre entre l'équation du passé et l'équation vers laquelle on tend. Là, on vient sur le phénomène de transition. Donc il faut l'emmener. Maintenant, de l'autre côté, c'est sûr que je pense qu'on a tous envie que ça bouge. On a tous envie de convaincre par le sens. On a envie de convaincre aussi pour attirer les talents demain, parce que ça vient de l'attractivité. Quand on parle de diversité et inclusion, il faut aussi il faut donner envie à toutes ces personnes, à ces nouvelles aspirations que tu mentionnais tout à l'heure. Donc comment on intègre tout ça dans notre politique d'entreprise, dans notre politique de ressources humaines, pour s'assurer que bien sûr ça coche ces cases-là, et pas à titre de greenwashing uniquement, c'est-à-dire avec des vraies preuves. Donc il faut des preuves, donc des preuves dans l'organisation, des preuves dans les moyens. Ça, je pense que c'est important. Quels moyens on met pour justement soutenir ces dimensions RSE? Qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, quand on investit sur des personnes qui vont la gérer, c'est déjà des moyens mis en œuvre par l'entreprise. Quand on se met des objectifs à court terme ou à moyen terme, évidemment, ça veut dire qu'on a des cibles. Donc là, on commence à se rapprocher d'une dynamique, je dirais, d'enjeux à résoudre. Et puis après, c'est quels moyens on donne à ces responsables maintenant pour qu'ils puissent agir en restant toujours sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de transversalité. C'est-à-dire qu'un simple RSE dans une entreprise ne peut pas tout faire. Le RSE, il doit justement donner des éléments,
proposer des solutions, accompagner certains, mais après maintenant il faut que ça reste dans les dimensions de tous, de faire que moi dans mon organisation, dans ma partie Talent Solution, est-ce que je suis en capacité d'améliorer demain des nouveautés, est-ce que je suis censé apporter quelque chose pour mes collaborateurs? Oui. Est-ce que je peux le faire aussi pour mes clients? C'est ce qu'on travaille avec Hélène actuellement justement sur comment adresser ces nouvelles dimensions-là dans l'entreprise jusqu'à l'action pour s'assurer que demain on est capable d'évangéliser mais plus qu'évangéliser. Il faut qu'on passe l'étape de la prise de conscience. Et juste pour rebondir sur la partie greenwashing, moi je rejoins ce que tu dis Caroline. En fait aujourd'hui on sort de 10 ans de greenwashing intensif et qui a contribué à complètement altérer le lien de confiance entre les jeunes diplômés et les entreprises. Aujourd'hui quand on demande aux jeunes, selon vous, qui est l'acteur le plus responsable de la crise climatique en cours, ils répondent majoritairement les entreprises. Et ça, c'est selon moi principalement lié justement au greenwashing. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on leur demande, selon vous, qui est l'acteur qui est le plus à même de contribuer à résoudre le problème climatique, ils répondent aussi les entreprises. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a un lien de confiance à restaurer. Et pour moi, ce lien de confiance, il passe par plusieurs choses, mais notamment, comme disait Sébastien, la transversalité, la notion un peu systémique des choses. Quand on demande aux jeunes, selon vous, quelle est la plus grande preuve qu'une entreprise s'engage réellement, ils répondent selon le choix de ses fournisseurs. Ils ne répondent pas, c'est en voyant comment cette entreprise communique dans les médias ou comment cette entreprise fait de la publicité. Non, c'est comment l'entreprise choisit ses fournisseurs. Donc on se rend bien compte que là, il y a une vraie volonté d'avoir un contrôle en fait, des tenants et aboutissants de l'action de l'entreprise. Les entreprises aujourd'hui, pour qu'on leur fasse confiance, doivent faire preuve de transparence, doivent dire ce qui va, ce qu'elles font, mais aussi ce qu'elles ne font pas. Et là-dessus, j'ai l'exemple d'une entreprise que moi j'admire beaucoup, qui s'appelle Grain de Sel, qui fait des chocolats et des cafés en Bretagne. Et en fait, c'est une entreprise qui vise à être vertueuse, puisqu'en fait, elle importe toutes ces matières premières en voilier. Donc sur le papier, c'est une entreprise quand même qui a compris les enjeux de la transition, les enjeux du transport, et qui essaye de mettre en place un modèle qui soit plus vertueux. Mais en parallèle de ça, elle fait aussi face à des contradictions. Aujourd'hui, leurs emballages sont faits à partir de plastique et ils ont un problème avec ça parce qu'ils disent aujourd'hui, nos emballages ne sont pas recyclables. Et on essaye de faire en sorte qu'ils soient recyclables, mais on n'y arrive pas encore parce qu'il y a des normes sanitaires à respecter. Et ils sont très transparents là-dessus en disant oui, sur le plan des transports, on essaye de mettre en place des choses vertueuses, mais il y a d'autres sujets sur lesquels on n'y est pas encore. Et en fait, cette transparence, pour moi, elle permet vraiment de recréer du lien de confiance qui manque et d'attirer de nouveau les jeunes chez soi, parce qu'en fait, on sent qu'on peut contribuer à un vrai projet sincère. Merci pour cet exemple très concret, Hélène, qui permet vraiment déjà d'illustrer tout ce préambule qu'on a fait. On va passer à la partie suivante, le côté recréer du sens. Donc, la pandémie, elle a accéléré, parce que Hélène, tu parlais déjà de la date de 2018, donc on était 2 ans avant la pandémie. Elle a accéléré ce mouvement, notamment auprès des plus jeunes générations. Moi, ce que j'entends du préambule, c'est aussi une stratégie un peu pas à pas. C'est une transition, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, Hélène, j'ai envie de te demander comment réussir à embarquer durablement les collaborateurs et les collaboratrices dans un chemin qui va sûrement être long. Ouais, et en fait, c'est une excellente question, Caroline, et c'est un point pour moi qui est la clé de voûte de la transition. C'est les différentes temporalités entre les jeunes qui ont saisi les enjeux de la crise climatique et qui sont dans une urgence, qui sommes dans une urgence, puisque je m'inclus dans ce groupe de jeunes très engagés et très sensibilisés à ces questions-là. Aujourd'hui, le GIEC nous dit qu'on a 3 ans pour agir et on a déjà dépassé 6 limites planétaires sur 9. Dont 2 en 2 ans. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus le temps. Les chiffres évoluent de manière exponentielle. Depuis qu'on commence à mesurer le CO2 dans l'atmosphère, on est en moyenne autour de 150-250 ppm. Depuis les 20-30 dernières années, on est passé à plus de 400 ppm. Ça n'a jamais été mesuré dans l'histoire
des mesures des mesures atmosphériques. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une urgence. Les chiffres sont très alarmants. Et je pense qu'on est aussi une génération qui n'a pas le temps, parce que c'est nous qui allons être impactés par les conséquences de la crise climatique. Certaines populations sont déjà impactées, on n'en parle pas suffisamment, mais au Pakistan, il y a des personnes qui tous les jours souffrent, ont des maladies ou meurent à cause de la crise climatique. Dans certains pays, les populations doivent migrer du sud vers le nord parce que certaines zones deviennent inhabitables. Ça provoque des famines, des sécheresses. Enfin, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont directement impactées par la crise climatique. Aujourd'hui, nous, on n'est pas, en tant que privilégiés français qui habitons dans des grandes villes, dans des bâtiments non insalubres, on est complètement protégés de cette crise-là. Mais on a conscience de ce qui se passe ailleurs et on a conscience que ça va nous arriver. Et donc, on est dans une urgence. Notre temporalité à nous, elle est aujourd'hui. Et en fait, on fait face à des structures, des entreprises, des gouvernements qui fonctionnent avec certains modèles depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et en fait qui ont besoin de temps pour se transformer. On ne peut pas demander à une entreprise du jour au lendemain de changer de business model, on ne peut pas demander à Airbus d'arrêter de faire des avions, on ne peut pas demander à Total Energy d'arrêter d'extraire du pétrole du jour au lendemain. Mais en fait, on devrait leur demander ça. Mais si on est réaliste, on se rend compte que ce n'est pas réalisable. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc en fait, c'est un peu cette confrontation de temporalité pour moi qui est clé aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on arrive à aller suffisamment rapidement pour avoir un peu d'optimisme quant au futur climatique, tout en laissant le temps aussi aux entreprises de s'adapter en interne, aux entreprises, au gouvernement et aux structures publiques, de s'adapter en interne pour ne pas provoquer des chaos sociaux et des licenciements de masse qui accentueraient un autre problème qui est le problème social. Alors j'aime bien ton idée de temporalité, effectivement. Donc ça veut dire qu'on fait face aujourd'hui notamment à des jeunes, et tu en as sûrement fait partie. Je crois que tu as démissionné, ta première entreprise, qui démissionne, mais sans avoir forcément un autre poste. Alors tu vois, on a quelques années de différence, seulement quelques-unes, pas tant que ça, mais si un peu quand même. Dans ma génération, on va dire il y a 25-30 ans, je ne connaissais pas, en tous les cas dans notre univers de microcosme jeunes diplômés, de personnes qui osaient démissionner, qui avaient cette audace sans avoir quelque chose derrière. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est cette notion d'urgence de dire à un moment donné, non mais c'est maintenant qu'il faut agir, donc même si j'ai encore rien derrière, je pars et je vais faire autre chose? C'est cette notion d'urgence et je dirais que c'est aussi cette notion de responsabilité. Moi j'ai la chance d'être issue d'une famille assez privilégiée, qui n'a pas de problème financier. J'ai fait des grandes études qui m'ont permis d'avoir un CV aujourd'hui qui vaut de l'or sur le marché de l'emploi. Je sais que je peux trouver très facilement un travail. Et en fait, en partant de ce constat-là, je me dis si moi, je ne mets pas toute mon énergie au service de cette question-là, qui le fera ? Est-ce qu'on peut demander à des personnes qui ont des prêts à rembourser tous les mois, qui sont pieds et poings liés parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui vivent dans des situations de précarité, qui ont peut-être du mal à trouver un emploi, est-ce qu'on peut leur demander à elles de mettre toute leur énergie et leur carrière au service de la transition écologique? Je ne sais pas. Il y a des personnes qui le font. Ce n'est pas qu'une question de privilégiés, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de le faire quand on sait qu'on peut retrouver un travail facilement et qu'on peut aller habiter éventuellement chez ses parents qui peuvent nous accueillir. Donc il y a aussi cette notion-là à prendre, mais vraiment la notion de responsabilité, je pense qu'elle est vraiment essentielle dans la question de la bifurcation, parce que c'est ça, c'est si moi je ne le fais pas, qui le fera? Je comprends. Un engagement plus poussé, qui d'ailleurs se retrouve notamment dans les processus de recrutement. De plus en plus, les candidats vous posent même, j'imagine, la question, mais qu'est-ce que vous faites, vous, sur ces sujets en tant qu'entreprise? Mais à l'inverse, comment aujourd'hui, en tant qu'employeur, on s'assure que le candidat va être dans un comportement RSE qui est de plus en plus mature? Comment vous faites chez Manpower Group? Alors, comment on fait? Alors déjà, on travaille avec Hélène sur ce sujet-là actuellement. Et donc, déjà, c'est une bonne chose. Voilà, donc on y travaille et on y travaille ensemble et de manière conjointe, justement pour essayer de trouver de nouvelles façons, je dirais, d'évaluer un petit peu le point d'entrée, le point de départ de chacun d'entre nous, le point de chacun des candidats, des collaborateurs, et d'essayer de les emmener vers plus, évidemment, de prise de conscience et éventuellement beaucoup plus de responsabilité comportementale au sein de l'entreprise en se disant que chaque goutte est importante dans son action. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on essaie de construire avec Hélène. On espère qu'on aura fini pour la fin d'année, en effet, un programme qui nous amènera à évangéliser et à actionner des leviers un peu nouveaux au sein des entreprises. Tout ça en poussant vers une notion un peu d'ambassadeur, c'est-à-dire que vraiment
de ceux qui, entre les moins-disants, entre ceux qui n'ont pas encore vraiment saisi le sujet ou ceux qui en sont trop loin, pour quel que soit leur point de départ, et comment on les amène vers plus, je dirais, d'action au sein d'une entreprise, au sein de leur vie personnelle, mais aussi au sens de la vie pro, parce que bon, globalement, c'est perso, c'est si j'ai des actions qui moi-même, dans ma posture, font que j'ai moins de besoins, entre guillemets, moins de besoins systémiques et parfois inutiles, où je rachète et je demande à de la production de produits de masse, etc., bon, si déjà je les réduis, je sais que j'ai un point. Et si en plus, dans mon action professionnelle, j'en ai un autre par certains biais, évidemment, je sais que je peux peut-être potentiellement participer et contribuer à plus de sens. Donc maintenant, comment ça revient dans les process de recrutement? C'est essayer d'évaluer et d'accompagner. C'est essayer déjà de l'identifier. Parce que c'est un sujet dans les process de recrutement, c'est comment on peut identifier demain ces comportements-là. Est-ce qu'on travaille dessus? Est-ce que toutes les entreprises pour qui on travaille nous le demandent? Non, pas encore. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a... On nous pose des questions, on cherche à l'intégrer, on nous le demande à le mettre dans le discours, évidemment, parce que, évidemment, mais tout en respectant les aspects de cohérence et de transparence pour éviter le greenwashing qu'on a cité tout à l'heure. Donc c'est de s'assurer que quand on a un discours relativement solide sur le sujet, c'est quelles sont les actions menées par l'entreprise réceptrice pour les candidats pour que demain ils se sentent plus à l'aise vis-à-vis du sens sur lequel ils veulent contribuer a priori. Donc ça, on essaie d'intervenir. Après, maintenant, évidemment, quand on est au travail avec les équipes recrutement, que ce soit des entreprises clientes chez nous ou chez nous, en interne, évidemment, le responsable de la diversité et de l'inclusion n'est pas loin. Donc il y a des sujets, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement, mais quand on dit RSE, et comment ça impacte, c'est l'environnement, oui, mais il y a la partie sociale. Et puis il y a la partie, je dirais, responsabilité sociétale, gouvernance, etc., qui doit être relativement aussi intensifiée. Quand on parle de jeunes, on parle d'une transition, on ne parle pas de transition digitale, on parle d'une utilisation digitale forte. Ça veut dire quoi dans la gouvernance? Ça veut dire comment on améliore nos processus de cybersécurité, comment on gère mieux les datas, parce que derrière, c'est ça, c'est pas que la question environnementale, et tu l'as très bien rappelé, Hélène, tout à l'heure. L'environnement, oui, si c'est un impact pour avoir plus d'impact, si on le traite de manière trop radicale pour l'amener vers des enjeux sociaux qui vont causer encore plus de dégâts, bon, là, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Et la notion d'équilibre va être très forte dans tous ces aspects-là. C'est pour ça que quand on parle d'RSE et de SG derrière, les critères ESG, c'est vraiment 3 sujets qu'il faut mener en parallèle avec les éléments que je viens de citer en exemple, pas que, parce qu'à la fin, tout ça, c'est pour du progrès, c'est pour une meilleure performance aussi bien pour les collaborateurs que pour les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire travailler dans de meilleures conditions, mais aussi travailler avec des produits sur le marché qui eux-mêmes contribuent à une amélioration de nos conditions humaines dans son ensemble. Donc c'est comment on réassocie ça. C'est pour ça que quand on regarde et qu'on se dit qu'il faut toucher 3 domaines, domaine économique, gouvernance, domaine social et environnemental au même moment, c'est là où, quand on dit le mot transition, passer de on s'en occuper un peu moins ou de manière greenwashing, juste pour faire joli, sur un peu comme la plante verte ici. Donc voilà, on a mis une plante verte et ça y est, on a l'impression d'être green. Non, ça veut dire que comment on s'associe justement à ces 3 dimensions-là, comment on les transforme en leviers, comment on met des moyens sur ces 3 leviers-là pour que demain, au sein de toute l'organisation, au sein de toutes les dimensions d'une organisation, au-delà de la RSE qui évidemment doit le piloter, puisse avoir une action et donc une empreinte améliorée ou améliorable entre guillemets pour demain. Et ça, c'est comment sortir. Alors, ça se voit dans les politiques d'investissement aussi, parce que là, on a rappelé tout à l'heure, ne serait-ce que la partie prestation, de ce dont on a besoin pour entre guillemets combler sa propre chaîne de valeur. Nous, on est une société de service. Évidemment, en tant que société de service, on va aussi regarder que font nos prestataires, ceux qui nous accompagnent, nous aident demain, la manière dont ils architecturent leur chaîne de valeur, qui ils emploient derrière pour voir s'ils respectent bien tout un tas de conditions qu'on a mentionnées au travers des 3 critères ESG et s'assurer qu'évidemment ça corresponde bien à notre ADN, à la valeur qu'on veut. Et évidemment, est-ce qu'on est fort partout ? Non, pas encore, parce qu'évidemment le social, je vous dis une fois de plus, c'est l'ADN du groupe, donc c'est facile. Ça, on peut essayer de le transmettre et on le transmet à nos clients. C'est souvent pour ça qu'on nous emploie d'ailleurs. C'est l'image qu'on a historiquement, parce que c'est plusieurs dizaines d'années qu'on travaille sur l'emploi, sur l'employabilité. Donc déjà, au moins, ça coche un critère de la partie S, donc ça c'est assez facile. La partie environnement, est-ce qu'on viendrait nous voir tout de suite naturellement? Non, mais c'est ce qu'on est en train de travailler avec Hélène. Et puis la partie, évidemment, la partie gouvernance, performance économique, bon, là évidemment, là on va nous interpeller, c'est sur la partie gestion des data, gestion des données humaines. Parce que évidemment, là, on a quand même une massification de données importantes. Et là, on va bien sûr y prêter une attention très particulière. Donc on a parlé du sens, on a parlé d'organisation, on a parlé d'attente des nouvelles générations, notamment avec cette
cette idée effectivement de temporalité un peu différente et d'urgence pour les plus jeunes en tous les cas. On va terminer cette partie avant d'enchaîner sur la seconde qui va être sur la marque employeur. Alors justement Sébastien, côté marque employeur, si après s'être positionné beaucoup côté candidat, côté citoyen, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise aujourd'hui est forte en stratégie RSE et peut donc la revendiquer en atout de marque employeur? Je dirais que par rapport aux attentes qu'on a évoquées tous ensemble là, ici, déjà, c'est une notion d'attractivité pour attirer ses clients, pour attirer ses candidats. Et aussi ses clients d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Il y a aussi une notion de performance économique. Donc je pense que ça, aujourd'hui, c'est plus que naturel de la renforcer. Maintenant, comment on l'aperçoit, comment elle se voit? Évidemment par l'augmentation potentiellement de ses revenus, de ses profits, mais aussi par l'augmentation ne serait-ce que des candidatures spontanées, quand on revient à la domaine de la stratégie ressources humaines. Si je reçois beaucoup de CV naturellement, dire que quand même, a priori, je coche beaucoup de cases. Alors, je ne vais pas m'adresser uniquement aux juniors, aux co-jeunes, parce qu'évidemment, c'est une partie de la population, mais il y a ceux qui sont en milieu de carrière, et puis il y a ceux qui sont seniors, qui ont aussi envie d'avoir ce sens-là, et qui ont envie aussi de contribuer, qui évidemment, même s'ils n'ont pas été éduqués comme moi, globalement, dans des mêmes directions, en tous les cas, ou en tous les cas avec les mêmes précisions sur ces sujets-là il y a 20, 30 ou 40 ans. Évidemment, aujourd'hui, ces biais-là, on est en train aussi de les aider à les corriger. Et puis, tout le monde a envie d'y participer, tout le monde a envie de contribuer. Qui n'aurait pas envie de contribuer à l'amélioration des conditions humaines en général? Globalement, c'est quelque chose qui va dans son sens. Donc maintenant, quand on revient à la marque employeur, donc première chose, donc les candidatures spontanées, c'est un signe. Il faut piloter quand même, il faut qu'on sache de quoi on parle. Une amélioration de ces candidatures spontanées est quand même un signe fort d'une marque employeur quand même qui a l'air de faire plus que du greenwashing, qui a donc l'air de mettre des valeurs en avant, d'en être transparente évidemment, mais d'en être cohérente. C'est comment je reste en cohérence et en concordance avec l'écosystème qui est le mien, qui n'est pas forcément facile. On a rappelé des grands noms d'entreprises tout à l'heure, comme Airbus, comme Total et autres, qui font aussi, entre guillemets, leur transition, qui accompagnent leur transition. Évidemment, leur point de départ est relativement plus compliqué que pour certains d'entre nous. Donc maintenant, c'est comment je l'amène, comment je montre des preuves aujourd'hui aussi bien à mes clients, aussi bien à mes candidats que je souhaite recevoir, mais aussi bien à mes collaborateurs, dans un écosystème qui quand même part de très loin par rapport aux énergies fossiles, à l'utilisation des énergies fossiles, et qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on va remettre en avant, et c'est souvent ce qu'on nous demande. Alors, on nous le demande encore à demi-mot, mais c'est là où ça se relie dans la marque employeur, c'est-à-dire qu'il faut faire apparaître toutes les actions qui sont menées. Si j'utilise de l'électricité verte, autant le faire apparaître. Si j'ai une action dans le social très fort, je ne sais pas. Même nous, en tant que Manpower Group, je sais qu'on fait énormément de choses dans le social, une fois de plus, comme on l'a mentionné par notre ADN, par nos gènes. Je ne suis pas sûr qu'on relate aujourd'hui, dans notre marque employeur, tout ce qu'on réalise. On s'en posait la question encore très récemment avec l'ensemble du COMEX, et c'est vrai qu'on se disait qu'on a un champ d'action quand même très très large. On donne 3 jours de mécénat de compétences à l'ensemble des collaborateurs pour accompagner dans le social. Voilà. Tout le monde ne le fait pas. Voilà, c'est des éléments et des dimensions sur lesquelles c'est pas nouveau. Et pour autant, est-ce qu'on en fait campagne pour autant derrière publicitaire forte? Non. On accompagne évidemment sur la partie diversité et inclusion, sur l'insertion, par tout un tas d'actions à travers notre fondation, à travers nos actions au quotidien, à travers notre métier tout simplement. Est-ce qu'on le mentionne au sens d'un grand pilotage, de tout un tas d'indicateurs qui permettraient de vous rassurer, de vous dire « ah bah oui, eux, ils font quand même un peu plus de choses ». Non, et pour autant, on en fait beaucoup. Donc c'est là où il faut vraiment réinvestir un peu à travers la marque employeur, mais à travers sa propre cohérence, naturellement. C'est-à-dire que réinvestir sur le fait de faire son diagnostic de là où on en est. Et qu'est-ce qu'on fait pour être sûr de rassurer des jeunes comme Hélène, mais aussi des milieux de carrière, aussi des gens en trajectoire professionnelle, en changement de parcours ou autre, ou aussi des seniors qui peut-être, aujourd'hui, si la retraite venait à s'éloigner, devront travailler encore plus longtemps et auront envie d'aspirations nouvelles à travers des entreprises comme les nôtres. Donc j'entends beaucoup des actions concrètes et en même temps une difficulté, en tout cas se reposer la question de sur quoi on va communiquer finalement, parce que ça on fait peut-être ça depuis des années, et pour pas être non plus jugé opportuniste, oui, puisque c'est un peu le sujet stratégique du moment. Hélène, est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager? Tu as parlé notamment de Grain de Sel tout à l'heure, oui. Je crois qu'on avait parlé de la Camif notamment, pour savoir un peu quelle entreprise suivre. Oui, alors il y a plein d'entreprises à suivre. Une fois de plus, certaines ne communiquent pas suffisamment sur ce qu'elles font, mais il y a beaucoup de choses qui sont hyper vertueuses et qui sont mises en place déjà aujourd'hui.
Moi, il y avait un autre petit sujet sur lequel je voulais revenir, c'est sur la question de l'éco-anxiété. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias, mais qui est extrêmement présent. Nous, quand on intervient dans des lycées, souvent on demande, pour dynamiser un peu les lycéens, on sait que parfois ils sont un peu mous, donc on essaye de dynamiser des salles en disant on va vous poser des questions, si la réponse est oui, vous vous levez, si la réponse est non, vous restez assis. Et systématiquement, quand aux lycéens, on leur demande est-ce que vous vous considérez inquiet ou angoissé au regard de l'avenir climatique, on a des 80-90% de salles qui se lèvent. Les lycéens, les jeunes, là je reviens sur la partie plus jeune, mais on est inquiet, on est angoissé, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et en fait, un des leviers pour pouvoir lutter contre cette éco-anxiété-là, c'est l'action. C'est le sentiment d'utilité, c'est sentir qu'on contribue à quelque chose de positif et de vertueux. Et en fait, moi, on intervient de plus en plus dans des entreprises et à chaque fois, je leur dis, mais avant d'ouvrir une offre d'emploi, posez-vous la question, ce métier, à quoi il peut contribuer en termes, par exemple, de réduction d'émissions de CO2 ? Est-ce qu'en faisant correctement mes missions dans ce métier-là, je peux réduire les émissions carbone de mon entreprise de peut-être 50 tonnes par an ? Sachant qu'en moyenne, on émet tous 10 tonnes par personne et par an, c'est énorme 50 tonnes. Et en fait, c'est peut-être que l'entreprise pourrait communiquer sur justement, concrètement, à quoi est-ce que je contribue pour la planète, pour le social, dans cette mission-là. Et je pense que la première étape, c'est déjà pour une entreprise de faire un bilan carbone, par exemple, de faire des analyses de cycle de vie, pour pouvoir prendre les mesures de ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise et où est-ce qu'il faut qu'on agisse pour être plus vert. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore fait. Et peut-être que si elles arrivaient à le faire et à mieux communiquer dessus au moment d'ouvrir des offres d'emploi, je suis sûre que ça attirerait plus de monde. Et un exemple d'entreprise qui a très bien compris ça, c'est la Camif, comme tu disais tout à l'heure, Caroline. La Camif, c'était une entreprise qui était un peu mourante il y a quelques années, qui a été reprise par Emery Jacquia, qui s'est dit bon bah voilà, c'est une sorte de catalogue en ligne. Moi, je vais le rendre un peu plus vertueux et en fait, je ne vais vendre que des produits qui sont durables, des produits qui sont faits en France à partir de produits qui sont éco-conçus. Voilà, il va y avoir un point prix plus élevé, mais au moins, ça va être des produits dont l'origine est très bien tracée et qui sont vertueux. Ils ont très bien communiqué là-dessus, ils ont complètement changé l'arborescence interne, le management dans l'entreprise a été complètement transformé. Je discutais avec lui l'autre jour et il nous disait qu'avant il y avait des bureaux pour les directeurs à l'étage. Et au moment où lui il est arrivé, il n'y a plus d'étage, tout le monde était dans le même open space. Alors donc pour les employés qui étaient là depuis plusieurs années, ça leur a fait bizarre de travailler dans le même open space que leur PDG du jour au lendemain. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Ils ont fait venir une artiste dans l'open space pour justement recréer du lien, reprendre un peu, repartir des émotions pour renforcer l'esprit d'équipe. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et il y a quelques mois, ils ont ouvert une offre de responsable marketing pour leur bureau à Niort. On sait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de talents. Beaucoup d'entreprises qui cherchent des responsables marketing aujourd'hui ont du mal à les trouver. Et en quelques jours, ils ont eu 250 demandes. Candidature, alors que c'est un poste à Niort. Je pense que le fait d'avoir cet exemple-là, on peut aussi se questionner sur ok, donc si un poste à Niort arrive à aussi bien attirer, peut-être qu'il y a un exemple, des choses à apprendre de ce qu'a fait la Camif ces dernières années. Et ces derniers temps d'ailleurs, parce que sur le Black Friday, je crois qu'ils font une action aussi spécifique. Dans tous les cas, ça a été les premiers à boycotter le Black Friday. Bien avant 2020, je crois. Ouais, oui. Exactement. Et pour revenir sur le point du diagnostic, je pense qu'en effet, il faut revenir sur le diagnostic de sa chaîne de valeur propre. Ouais. Nous, si on prend notre dimension au sein de Manpower Group, évidemment, le métier de l'intérim est très prépondérant dans notre activité. Donc globalement, on traite de dizaines de milliers d'intérimaires par an. Et donc du coup, c'est poser la question de la mobilité. Parce que nous, en tant que société de service, évidemment, on a moins de sujets, on n'a pas de sujet de transport direct, on a des sujets de transport indirect via ceux qu'on amène à l'emploi. Et donc, du coup, donc on a fait un partenariat avec Blablacar. Typiquement, ça, c'est des exemples dans la chaîne de valeur qui font que, globalement, on réduit à un moment donné de comment on permet à certains collaborateurs, certains intérimaires, justement, de pouvoir se regrouper et de pouvoir s'assurer qu'on réduise, entre guillemets, le nombre de tonnes de carbone, justement, qu'on emploie à travers la chaîne de valeur du groupe. Et juste pour compléter là-dessus, je rejoins ce que dit Sébastien. Il y a certaines entreprises, je pense, qui aujourd'hui, à travers ces actions-là, de mettre en place des systèmes de covoiturage en interne et faire, entre guillemets, des petites actions auprès des collaborateurs, comme c'est des entreprises qui, initialement, sont assez vertueuses dans leur raison d'être, c'est des actions qui sont importantes, qui font leur effet, mais qui sont essentielles. Mais pour d'autres entreprises, ça ne suffit pas.
Je mentionnais tout à l'heure des entreprises comme Total Energy, comme Airbus. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui doivent être capables de changer leur business model rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on fait face aussi à un épuisement, par exemple, des ressources. Si on prend la question de l'or, si on continue d'extraire l'or du sol au même rythme qu'aujourd'hui, il reste 17 ans d'or dans le sol. Et dans 17 ans, il n'y aura plus du tout d'or dans le sol. Et en fait, on fait vraiment face à un épuisement des ressources qui est réel. Et si certaines entreprises aujourd'hui ont un business model qui est basé sur l'or, elles doivent se questionner aussi là-dessus, de dire dans 17 ans, on ne pourra plus en extraire. Donc comment on fait ? Et en fait, tout ça pour dire que cette transition-là, certaines entreprises peut-être ne veulent pas l'effectuer, mais à un moment donné, elles seront obligées de le faire. Et on le voit déjà, peut-être Sébastien, tu pourras mieux parler que ça de moi, mais sur les entreprises de l'assurance. Les entreprises d'assurance, aujourd'hui, elles dépensent plus en termes de dommages pour les questions de catastrophes naturelles qu'elles n'ont de cotisations. Donc il y a déjà un déséquilibre qui est fait. On discutait avec certaines entreprises d'assurance qui nous disaient que certaines régions de France, bientôt, seront inassurables à cause de trop grands risques climatiques. C'est la loi des grands nombres. C'est la loi des grands nombres. Donc du coup, d'habitude, on assure 10 maisons pour potentiellement en dédommager une. Et là, dans ces cas de catastrophes naturelles, ça veut dire qu'il faudra dédommager l'ensemble. Donc évidemment, d'un seul coup, les cotisations sont insuffisantes. Et donc, on rentre dans d'autres modèles économiques. Donc voilà pourquoi les assureurs travaillent déjà depuis plusieurs années, en effet, sur des modèles économiques différents qui vont permettre de dédommager évidemment ceux qui sont sinistrés, mais de l'autre côté, maintenant, c'est de s'assurer comment on améliore ça. Donc, il y a des lois qui sont en train d'être mises en place sur les bords de mer, notamment pour reculer certaines maisons. Aujourd'hui, il y a des investissements des départements, justement pour commencer à se protéger un peu autrement des impacts climatiques. Et après, c'est comment on va essayer d'opérer encore différemment pour s'assurer que demain, les investissements aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que si on parle des entreprises du domaine financier, elles investissent aussi beaucoup dans des fonds, dans des investissements particuliers qui ont pu être par le passé vus comme contre-productifs. Donc maintenant, elles sont aussi une politique dynamique sur le sujet qui font qu'elles arrêtent d'investir sur certains sujets qui étaient plus ou moins dégradés au profit justement de ceux qui améliorent. Et ça, c'est important. Donc à vous écouter, on voit bien le lien en tous les cas entre le business model et l'innovation RH. Donc tu as un petit peu parlé d'ailleurs, effectivement, à travers les offres d'emploi. On pourrait s'imaginer qu'un jour, on aurait des offres qui soient toutes détaillées en disant, voilà, et toi, sur ce poste-là, quel sera ton impact en termes RSE, en tous les cas, au sein de notre entreprise. On a une question de la part du public qui porte sur le sujet, évidemment, de la RSE en tant que levier d'innovation, notamment de la partie recrutement-inclusion. Est-ce que vous avez des éléments à partager sur ce sujet en termes d'innovation, recrutement-inclusion ? Là, oui, je pense qu'on peut répondre tous les deux entre toi, ton vecteur jeunesse, entre guillemets, mais globalement, c'est bon. Déjà, quand on parle de diversité et d'inclusion, aujourd'hui, face à la pénurie des talents, on parle d'un côté d'une pseudo-grande démission, parce qu'on n'y est pas, mais c'est souvent comme ça qu'on l'évoque, donc il y a une pénurie de talents. De l'autre côté, c'est quand même une super opportunité pour une grande inclusion. Parce que là, ça veut dire qu'on est obligé d'ouvrir l'éventail et de s'assurer que par non-réponse des profils traditionnels, on va chercher des profils justement pluriels et des profils pluriels, soit des profils qu'on n'avait pas l'habitude d'aller chercher, donc c'est-à-dire qu'on ouvre, moins diplômés, moins ceci, avec personnes fragilisées, personnes dans des situations compliquées ou autres, qu'on accompagne différemment. Le gouvernement met en place tout un tas de dispositifs justement pour accompagner aussi bien les chercheurs d'emploi que les salariés aussi dans leur reconversion, justement pour les revenir sur leur employabilité future. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que demain, tout ça, entre guillemets, participe à contribuer. Alors, est-ce que tout ça est connu suffisamment ? Aujourd'hui, je pense que non, c'est méconnu. Dans les entreprises, oui, parce que quand on est au sein de l'entreprise, on a des départements qui s'en occupent. Est-ce qu'ils font leur travail ? Ça, c'est autre chose. Mais en tous les cas, il y a des départements qui se focalisent dessus. Est-ce que maintenant, tous les dispositifs d'État que nous, on traite avec Talent Solutions, justement, sont suffisants ? Certes, je pourrais parfois croire que oui, sauf que c'est souvent méconnu des chercheurs d'emploi, ou souvent méconnu des salariés aussi, qui en bénéficient pour justement, comme un CPF ou autre, avoir le droit à de la formation, le droit de se reconvertir, le droit de faire d'autres choses pour se certifier, pour justement préparer une nouvelle trajectoire professionnelle, pour préparer son parcours, pour l'accompagner encore de manière différente. Et donc ça veut dire qu'en termes d'attractivité et en termes d'inclusion demain, il n'y a que tout ça sont des outils, sont une boîte à outils, globalement, qu'elle soit côté privé ou public, pour accompagner des profils
dont j'aurais dit il y a quelques années, qui étaient plus éloignés de l'emploi ou plus éloignés du monde des salariés tel qu'on le voit aujourd'hui, parce qu'évidemment il y a le phénomène de cloning, hein, quand tu parlais des écoles de commerce où toi tu as un diplôme en or qui te permet de reproduire de l'or, même s'il n'y en a plus beaucoup, attention, 17 ans, il faut que tu fasses attention avec l'or. Donc globalement c'est de t'assurer, en effet, c'est de nous assurer demain que ceux qui ont moins de diplômes, ceux qui ont, quelle que soit leur fragilité, leur point de départ, comment on les accompagne. Aujourd'hui, il y a quand même un bon moment, c'est un marché de candidats. Donc c'est le moment justement de franchir des pas, d'ouvrir des portes qu'on n'a pas vues. J'ai travaillé avec des entreprises récentes dans le domaine financier qui ont diminué leur niveau de diplôme pour accéder à certains emplois chez eux. Ça, c'est des grands mouvements. Ça paraît rien comme ça, mais c'est beaucoup. Quand on dit finalement, j'ai plus besoin d'un bac plus 4, je peux accepter un bac plus 2, ça ouvre le champ des possibles. D'autres s'ouvrent à évidemment d'autres sujets, d'autres fragilités. Et donc se permettent de... Évidemment, il y a les quotas qui poussent d'un côté. Et nous, on est là pour faire le lien intermédiaire et s'assurer qu'on remette de l'égalité, des chances pour tous, qu'on mette de l'employabilité dans ces domaines-là. Et donc, évidemment, en cochant une des cases des RSE fortes. Il y a un exemple pour moi qui est très parlant sur les questions d'innovation dans l'inclusion, c'est Decathlon. Decathlon, pour moi, c'est une entreprise qui a tout compris à ce sujet-là. Ils écrivent leurs offres d'emploi en écriture inclusive, justement pour parler aux personnes qui se sentent d'un genre ou de l'autre, et pour montrer qu'ils sont aussi ouverts sur ces thématiques-là. C'est aussi, Decathlon, c'est aussi une entreprise qui communique sur le fait que dans l'entreprise, des personnes sont à la fois décathloniens, mais aussi réservistes à l'armée ou ont d'autres métiers. Donc ils communiquent aussi sur la flexibilité qu'ils proposent à leurs employés, aussi bien en termes de mission, de temps de travail, de lieu de travail. Et ça, je pense que c'est aussi des choses sur lesquelles c'est important de capitaliser pour montrer que on peut accueillir par exemple des mamans qui viennent d'avoir un bébé et qui peut-être auront des horaires différents des horaires traditionnels, mais qui pourront quand même s'engager dans une entreprise avec des horaires différents. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les entreprises sur lequel les entreprises pourraient se concentrer un peu plus pour attirer des personnes plus variées. Ça progresse, parce qu'on parle des aidants aujourd'hui, et les aidants, justement, il y a tout un tas de programmes autour des aidants pour s'assurer que les collaborateurs puissent donner une partie de leur temps, c'est pas du mécénat, mais c'est une partie de leur temps pour accompagner justement des sujets personnels, pro, et retrouver un équilibre meilleur. Et ça, je pense que c'est très important, en effet, de continuer à le développer. Merci à vous deux. Je pense qu'on a pu couvrir l'ensemble des chantiers à explorer, à initier autour des process, de la gouvernance, de tout ce qui est organisation, autour de l'innovation RH en tant que telle. On a cité beaucoup d'exemples et autour éventuellement, quand même, au cœur d'un business qui va de plus en plus, non pas vers un modèle de croissance effréné et permanent, mais plus vers ce qu'on appelle l'économie, l'entreprise régénérative. Je vous invite pour aller plus loin à consulter cette notion. Encore merci et puis à bientôt pour un prochain live Manpower Group. Merci. Merci Caroline.